Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du collègue joueur. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, Castlevania, Dracula X. Et on va faire différent dans cette vidéo. À fin de compte, j'ai joué au jeu. J'ai tout sauvegardé en capture le long du trajet. J'ai fait du découpage et à fin de compte, je me suis retrouvé avec un jeu, une séquence de jeu du début jusqu'à la fin. C'est que vous allez voir Castlevania Dracula X que j'ai terminé. Bon. Ouf, je l'expliquerai pas de même à chaque fois, mais ça va ressembler à ça pour certains jeux. Ça fait que on se retrouve avec Richter Belmont, hein? Un être important dans la série des Castlevania parce qu'on l'a quand même vu auparavant sur l'autre Dracula X, hein, si je me trompe pas, c'est Vampire Kiss. Ça c'est la version, non, sur Vampire Kiss c'est la version Famicom, bien sûr au Japon, pour Super Famicom et non Famicom, Super Famicom pour cette version-ci, sauf qu'il y avait une version sur PC Engine aussi, qui était une version différente de la version qu'on a là, qui était faite, je crois, je dirais peut-être en 89, 90. Je m'éloignerai pas trop de ces dates-là, mais il faudrait vérifier. Au pire, je mettrai la date en dessous, mais j'y vais de mémoire. Et bien, on se retrouve, oui, comme je disais, avec Richter Belmont. C'est que là, ce qu'on va vivre un peu, ça fait bizarre de voir les niveaux qu'on voit là, parce que c'est quand même des niveaux que j'ai quand même réalisé aussi dans ma série, dans mon jeu plutôt inspiré des séries Castlevania sur Game Maker. Et ce design-là, je l'utilise, mais peut-être pas avec les mêmes ennemis. Mais vous voyez ici la difficulté du niveau. C'est les têtes de méduses, et les têtes de méduses, on va les revoir très souvent, ça c'est certain, étant donné que si on parle un petit peu du bestiaire, hein, les créatures du jeu, bien on a, je dirais, une douzaine, quinzaine, non, on va dire quinzaine d'ennemis différents, mais c'est des ennemis qui vont être réutilisés à plusieurs endroits stratégiques pour leurs fonctions différentes. Hein. On s'entend que la plupart les créatures qu'on va rencontrer dans le jeu vont avoir une espèce de pattern différent que du programme pour faire en sorte qu'il fasse un peu, on va dire des rondes, ou sinon légèrement inspiré par ton emplacement. Comme en ce moment, vous voyez la petite tête de méduse, c'est pas compliqué, hein? À pop, à chaque fois il y en a plus, il y en a un autre qui apparaît. Dépendamment dans quelle direction que tu regardes, ben, ça va indiquer dans quelle direction normalement tu devrais voir la tête de méduse apparaître. Puis dépendamment de ta hauteur aussi, elle va apparaître à une hauteur différente, mais c'est toujours en position pour à fin de compte aller te frapper. Une arme qu'on a bien aimé créer, hein, la croix directionnelle, la croix directionnelle, pas la croix directionnelle, mais la croix boomerang, hein, qui nous permet d'envoyer justement un projectile et qui revienne exactement comme un boomerang. Ce qui est un certain avantage avec cette arme, c'est qu'on peut l'envoyer plus qu'une fois. On est capable facilement d'en envoyer 3 consécutifs, ce qui n'était pas le cas, hein, auparavant. Si vous avez déjà joué à Super Castlevania 4, ben, vous seriez retrouvé avec plus... c'est quoi, je me suis perdu. Je parlais du foie Castlevania. Ah, désolé. Je me suis moi-même coupé. On y va pour le premier boss, on écoute la musique. L'ambiance, c'est juste l'ambiance, c'est bon. Et on se fait attaquer par le premier boss, hein? Premier boss même pour nous qu'on a réalisé. Ben là je dis pour nous, je prends en considération que vous avez suivi peut-être mes tutos quand je vous passe, fait qu'on verra bien. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est carrément deux clientèles différentes de personnes qui apprécient ces vidéos, mais peu importe. Mais moi j'ai créé justement ce Cerbère, ce chien à 3 têtes sur
mon jeu Castlevania. Mais le mien est plus facile à avoir. Il n'y a pas tendance à nous sauter par-dessus le corps, mais ça c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Hein? Ça n'empêche pas que on peut ajouter des comportements assez bas si on trouve qu'ils sont pas assez faciles. Plusieurs phases. Hein? Ça c'est bien évident. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi dans le jeu, c'est la carte. Hein? C'est une belle carte. J'aime bien la manière que ça a été dessiné avec ces couleurs très chaudes ou très froides, avec beaucoup de contrastes de couleurs. Et je trouve ça très... c'est la carte, j'ai vraiment aimé l'apprécier. Et c'est quelque chose que je me suis dit qu'il faudrait absolument que je puisse faire moi aussi dans mon jeu Game Maker. Comme ici, des plateformes qui viennent de s'effondrer étant donné qu'on marche dessus. Ici, ça c'est des choses qui fait toujours plaisir de créer dans son jeu. Oh, une mort. Hein, Richter Belmont est quand même des fois des accidents. Mais j'ai quand même réussi à passer le jeu et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Mais ça, je vais vous en parler plus à la fin. Bon, vous voyez, les niveaux sont quand même différents en soi. Il y a beaucoup de trous, hein. Ça c'est quelque chose que vous allez remarquer dans ce jeu. Beaucoup de chances de tomber dans le vide. Et c'est correct, hein, ça fait partie du challenge. Surtout, je pourrais dire, dans ce Castlevania-ci. Toujours des trous, on tombe souvent de manière comme une grosse roche. Et on fait juste ça, chialer peut-être un peu à la maniabilité du joueur, du personnage, de Richter Belmont. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie de dire, c'est que on a Richter Belmont, ok? Pas Richard, Richter Belmont, qui se déplace très lourdement, il est lent et surtout il donne des coups de fouet uniquement à droite et à gauche. Rien au-dessus, rien en dessous. Et on s'entend que auparavant, un jeu sorti en 1991, si je ne me trompe pas dans mes dates, il y a eu Super Castlevania 4. Hein? Et vraiment là, on avait plusieurs possibilités avec le fouet, même on pouvait s'en servir comme une espèce de bouclier parce qu'on pouvait bouger dans tous les sens. Et en 95, Konami nous arrive avec ce jeu. Et on s'entend que c'est pour ça, à quelque part, que ce jeu-là, aujourd'hui, est quand même assez recherché parce que c'est pas bien vendu. Et il était vraiment pas apprécié des joueurs. Dans le sens que c'était un prédécesseur, pas le prédécesseur, mais son prédécesseur, c'était Super Castlevania 4. Une vraie tuerie. On s'entend là dans les jeux à Super NES, là, action plateforme, oui, action plateforme, c'est dans le top 10 ça, pour le Super NES, hein, Super Castlevania 4, certain. Mais on arrive 4 ans plus tard avec un jeu qui était sûrement super attendu, en tout cas une suite à Super Castlevania 4, on s'entendait, on s'attendait à une espèce de gros titre, et t'arrives avec un jeu qui reprend les vieux codes, les vieilles techniques de base des premiers Castlevania sur NES, hein, et on se retrouve avec un gars hyper lourd, avec super peu de maniabilité avec son fouet, parce que c'est vraiment gauche-droite, ça s'arrête là. Mais c'est sûr que le monde a quand même tourné le dos sur ce jeu-là, surtout en rapport à ce que tu avais connu avant. Si ça avait été l'inverse, je dis bien ce jeu-là se serait vendu très très bien si on avait inversé les dates. Dans le sens que on prend ce jeu-là, on le livre en 1991, puis Super Castlevania 4, tu le livres en 95, puis ça fait la job. Bon, peut-être ça aurait été l'inverse maintenant, il aurait été fait que Super Castlevania 4, mais étant donné que Super Castlevania 4 est vraiment sorti avant ce jeu-là, et il faut comprendre aussi c'est une espèce de portage d'un autre super bon jeu qui est sorti sur PC Engine. Ça
fait que ça, à quelque part, ils n'ont pas réussi leur portage. Ils reprenaient des... Il y avait eu avant Super Castlevania 4 qui mettait toutes les bases en rapport au Castlevania sur la Super NES. Ils n'ont pas livré la marchandise. Mais ça aurait fait la job, ça aurait pu faire. On aurait pu se retrouver avec quelque chose d'intéressant. Et maintenant on se retrouve contre la grosse chauve-souris que si on attaque et une première fois, elle se transforme en petite chauve-souris qui approche de vous tout doucement pour essayer de rentrer en contact avec vous pour vous faire perdre des points de vie. Si vous êtes assez bon, reculez, puis vous êtes capable de bien calculer la distance qu'il devrait habituellement avoir entre les chauves-souris et le moment de l'impact, surtout quand ils se déplacent vers vous, vers Simon Belmont, ça peut aider. C'est un boss assez facile. Stage clear, ici on voit en ce moment les différents codes qu'on peut mettre. Ça pour moi je trouve que c'est toujours une bonne chose. Une bonne chose parce que à quelque part on n'a pas besoin d'utiliser de pile. Étant donné qu'on sait que maintenant, mon opinion sur les jeux avec pile ou sans pile, moi je préfère les jeux qui ont des mots de passe. Mais c'est sûr que des fois techniquement il fallait mettre des codes pour Super Metroid. Ça serait peut-être un petit peu plus complexe. Mais ce que je trouve plate, c'est que dans mon cas, Super Metroid à moi, à cause que sa pile est morte, je peux pas sauvegarder en tant que tel. Mais si ça avait été des codes, j'aurais pu. C'est pour ça que les codes, moi je trouve quand même ça intéressant d'avoir ça dans des jeux. Ça évite d'avoir des problèmes de pile. Un autre level design différent. Hein. On est habitué d'avoir du gauche-droite, droite-gauche. Là, on arrive avec un niveau en hauteur. Et toujours, comme je vous avais dit, des ennemis qu'on revoit souvent qui sont récurrents. Les têtes de squelettes qui nous crachent des boules de feu ou des flammes à la gueule. Et les têtes de méduses toujours présentes qui font en sorte de popper de temps à autre pour, à fin de compte, vous attaquer tout doucement ou vous faire tomber dans la plupart des villes, des trous. Parce que ce que je vous l'ai dit, dans ce jeu-là, on tombe souvent. Et il y a plusieurs morts causées à ça. Mais étant donné que j'ai fait un beau petit montage et mis juste les scènes intéressantes pour qu'on évite de pas trop mourir, pour faire une vidéo raisonnable, parce qu'on s'entend que cette vidéo fait presque 1 heure. Mais on verra si c'est un format quand même qui vous dérange pas trop. Surtout le fait de passer un jeu au complet. Parce que le plaisir, c'est de me rendre à la fin du jeu aussi. Hein. Quelque part, je trouve ça plus agréable de le faire et tout enregistrer pour me rendre à la fin, pour vous montrer, vous spoiler. Hein, non, je ne vais pas vraiment vous spoiler, étant donné que c'est des jeux qui font 20 ans qu'ils sont sortis, hein, 1995. Hein, c'est ça, ça va faire quasiment 20 ans. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas grand spoil, à moins de vouloir vraiment y jouer puis d'être spoilé puis être outragement offusqué, c'est ça que je voulais dire. On s'en est sorti. Fait comme vous pouvez voir, toujours nouvel ennemi un ennemi qui, je pourrais dire, a un comportement d'attaque semblable aux têtes de Méduse, hein, la bonne vieille chauve-souris. C'est simplement que elle peut peut-être tantiner plus vite, mais je suis pas certain, mais sa ligne d'attaque, sa ligne de déplacement est pas mal plus horizontale que la Méduse, qui fait une espèce d'effet en wave, en vague. Prenez le temps de vérifier dans les murs inconnus souvent parce que c'est des trucs cachés, des vies, hein, des poulets ou des rôtis qui permettent habituellement redonner de l'énergie, c'est toujours pratique. Et même il y avait une petite astuce, si je me trompe pas, dans ce niveau-ci, peut-être après, il y a un poulet qu'on pouvait trouver avec une chandelle. Par la suite, on pouvait, à fin de compte, revenir plus tard. Si on tombait, on revenait, on pouvait récupérer le poulet. À fin de compte, il y avait possibilité d'avoir un poulet à l'infini. Un moment donné, t'atteins
ta quantité de vie pleine, mais tu veux continuer à jouer et non toujours revenir sur tes coups. Ici, encore un autre niveau intéressant par son aspect physique, dans le sens que il y a possibilité de tomber dans le trou. À chaque déplacement, tu as quasiment une chance sur deux de tomber dans un trou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on tombe dans le trou, on se retrouve à un autre niveau. On meurt pas à la fin de temps. Mais moi, je voulais absolument passer et j'ai réussi à passer du premier coup. Mais j'avais vraiment... tu dis, oh, tu veux vraiment pas tomber, parce que je le savais que tomber dans le trou faisait en sorte que j'allais arriver à un autre niveau en dessous. Et je voulais vraiment pas tomber. Ici, là, un petit truc, vous voyez, je me suis fait toucher, mais pour éviter de faire un rebond vers l'arrière, le meilleur truc, c'est d'être accroupi. Fait que là, je détruis les têtes de squelette avec la hache. D'assez loin, ça fonctionne. Fait que j'ai éliminé le mur. Fait qu'on va pouvoir tranquillement y aller. Mais je veux m'assurer de pouvoir me rendre, parce que je me souviens plus c'est quoi exactement en bas, mais c'est un autre niveau. Et en plus, pour sauver Annette et Maria, parce que le scénario, j'en ai pas vraiment parlé. Le scénario, on est en Transylvanie, on est au Moyen-Âge. Et tout d'un coup, la noirceur démoniaque envahit les lieux. Et tout d'un coup, ça rappelle au monde cette sinistre légende du vampire. Et on se retrouve avec maintenant contre l'ennemi, le chevalier sans tête. Et je me tais. Bon, ouais, on l'a pas eu, mais c'est pas grave, on va l'avoir pour la prochaine fois. Mais regardez bien ce qui est intéressant ici, la clé. Ici, on a une clé, et cette clé-là, c'est pas une arme, mais ça nous permet d'ouvrir une porte. Mais le problème, c'est que cette clé-là, il faut que je réussisse à la rendre jusqu'à l'autre bout. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire pas mourir pour arriver à fin de compte à ouvrir la porte avec la clé que je possède. Mais vous allez voir les portes qui sont placées, étant donné qu'on a réussi à passer par ici. Ça va nous permettre justement de pouvoir voir les portes. Sinon, je pense que si on était tombé, on peut oublier ça, ça marche pas. Fait qu'on se retrouve contre le cavalier sans tête. Mais on l'a réussi. Habituellement, on t'évite un peu les attaques, puis c'est surtout t'attaques beaucoup avec ton fouet, puis absolument ça marche. Fait que toujours les scores, on a différents symboles, la hache, le cœur, l'eau bénite. Et voyez, on voit même en dessous où on était, il y avait un autre environnement. Ben ça c'était juste un autre environnement qu'on aurait sûrement emprunté si j'étais tombé, oui, j'étais tombé en bas des piliers des colonnes qu'on était en train. Fait que j'ai toujours ma clé comme arme secondaire. Oh non, on veut la garder, c'est bien important. Ce qui est sympa dans cette version-ci, qui n'était pas le cas, me semble, dans Super Castlevania, c'est que les armes, on peut les sélectionner, étant donné que quand on attrape une, on va pas immédiatement on va avoir automatiquement l'arme, oui, qu'on va toucher, mais l'autre va pas disparaître pour faire en sorte qu'elle soit plus là. Fait qu'on peut retoucher l'arme à nouveau pour la reprendre pour être sûr, si on veut absolument pas avoir l'eau. C'est quand même bien. C'est une bonne idée d'avoir pensé à ça, parce que c'est toujours très triste de perdre une arme parce que tu voulais pas vraiment. Tu frappes le chandelier proche de toi, fait que automatiquement tu récupères l'arme. Fait que c'est toujours un peu plate quand ça arrive. Fait que je trouve que de faire ça,
c'est moins pénalisant. Fait que la musique, on pourrait parler un peu de la musique. Moi, j'ai apprécié la musique. Il y a des très très bonnes musiques dans ce jeu. Sauf qu'il y en a aussi des moins bonnes. Et des fois, j'avais l'impression d'écouter une espèce de version techno 90 dance. Un truc un peu trop joyeux avec peut-être trop d'ambiance dedans pour donner vraiment un bon feeling d'un Castlevania. Avoir une musique plus sombre, gore, plus classique à la limite. Donc, ici vous voyez, on se retrouve avec des ennemis qui nous attaquent à la chaîne et c'est très dangereux. Avec les pics en plus, on a quasiment plus d'énergie. On va pas s'en sortir, on pourra pas sauver notre clé et on pourra pas se rendre à la porte malheureusement. Il reste un petit point de vie. Oh oui, le salto arrière. Ça, c'est une passe qu'on peut faire avec notre personnage Richter Belmont. Cependant, il faut appuyer 2 fois sur la touche et je me suis fait toucher par les pics. Et je voulais le poulet, mais malheureusement, touché par les pics. Ça fait que j'ai perdu ma clé. La clé qui m'aurait permis d'aller ouvrir, libérer, bien sûr, ma fiancée, hein? Mon amoureuse, ma blonde, ma girlfriend, comme disait dans le texte du début. Et bien sûr, aller sauver ma soeur, Maria. Sur la version PC Engine hein, de Dracula X, je sais pas si c'est le même titre, mais la version PC Engine, on peut contrôler Maria quand on la libère, mais c'est vraiment différent. On lance des oiseaux, des chats, des trucs bizarres. C'est plus comme la version enfantine ou la version facile, étant donné que tu changes les contrôles. Tu donnes un double saut, c'est surtout ça qui fait que c'est beaucoup plus facile. Un double saut, là, ça, c'est merveilleux. Créer un jeu, je vous dirais que le double saut serait... Oh, il y a quelque chose là-dedans. On va regarder. Par accident, je vais découvrir une vie. Et on est bien content. Ça, ces petites têtes-là, elles sont fatigantes parce qu'ils te courent après. Vous voyez la porte, là, à mon avis, on libérait peut-être Maria, hein, sa sœur. Et plus loin, avec la clé, on aurait pu libérer Annette, si je me trompe. Ouais. Mais tu sais, c'est dans le sang des Belmont, ça, hein? Parce qu'on s'entend que Simon Belmont, 100 ans plus tôt, avait déjà fait la job de Richter Belmont. Hein? Il avait supposément enfermé la foi de Dracula. Enfermé. Ceux qui ont joué en tout cas avec le Simon Belmont, vous avez sûrement malheureusement moi je l'ai terminé, ouais, mais je l'avais pas pris en vidéo ça. Mais au moins avec la version Dracula X, vous allez voir, je me rends jusqu'à la fin, mais j'en ai quand même vraiment bavé pour Dracula. Ça je vous dis tout de suite, j'en ai bavé. Et vous allez comprendre quand vous allez voir le design justement de la fin du jeu, du niveau de Dracula. C'est là 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 là. C'est pas facile. Les petits squelettes rouges, hein, c'est... Ou puis les petits... Pas les harpies, mais les petits singes, je sais pas trop. C'est pas des singes, ça je sais, mais... Et... On voit que c'est toujours en train de sauter. Les squelettes rouges, c'est des... Ça, on l'a vu... Ça fait quand même... facilement depuis Super Castlevania 4 qui existe les squelettes rouges, mais je me demande s'il y en avait aussi peut-être dans d'autres versions sur NES. Ça je suis pas certain. Je me souviens pas d'avoir vu des squelettes rouges reprendre, mais ça se pourrait bien.
Ça serait pas impossible. Et voici la deuxième porte. Hein? La deuxième porte. Pour réussir à sauver Annette. Et on se retrouve contre un Minotaure. Premier affrontement. J'ai mes haches. Il y a sa grosse hache. Et qu'on y va, on essaie de toucher l'autre de son corps. Petite attaque, on descend en bas. Let's go, on essaie de donner des coups de fouet. Vas-y. C'est pas facile ça. Sa hache, elle fait mal. Je suis mal barré. Je suis pas sûr que je vais réussir à m'en sortir. J'espère que la chance est avec moi. On continue, on lâche pas. Non, je suis trop proche. Oh. Malheureusement, je me suis fait avoir. Mais je me suis dit, c'est la dernière fois. Et j'ai élaboré un plan. Je me suis dit, pourquoi pas aller se placer de l'autre bord et envoyer ça en hauteur. C'est la meilleure chose. Faut y toucher par-dessus lui. Ça passe pas. Faut la hauteur. Hop. On va rester de ce bord-là. On va monter en haut. On prend les cartes et on y fait une petite attaque de temps en temps. Et on va la faire facile demain. On va la laisser. On va attendre. On va attendre que le Minotaure approche. Et on va la faire facile. On va envoyer notre petite tâche jusqu'au temps qu'il change de pattern. Mais pour l'instant, on en profite. Étant donné qu'on a moins que la moitié, ça veut dire 3 coups, même peut-être 2 coups, on est décédé. Fait que là, on se dit, ouf, ça va-tu passer, ça va-tu passer, il n'a pas changé de pattern ben. Il a l'air aimé ça, hein, rester en bas, manger ma petite hache, le faire reculer, hop, on va faire une super attaque, j'ai plus de hache, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là, on y va, on y va, on y va, on est capable. Faut juste pas qu'il nous attaque, faut pas qu'il fasse d'attaque. On est capable. Une dernière. Une dernière fois, faut que j'y touche une dernière fois. Ça va passer. Yes sir. Ouh, hein, ça a failli passer proche. On n'aura pas de facile de même. Toujours des faciles. Hein, ça c'est certain. Eau bénite, cœur, eau bénite, hache, eau bénite, cœur. Stage numéro 5. Je vous avoue que le problème aussi un peu de ce jeu-là, c'est sa dureté. C'est pas sa dureté, sa durée. Sa durée, pas sa dureté, mais sa durée. Parce qu'il est bien dur, là, parce que... Et moi, j'ai quand même trouvé assez intense de niveau en niveau. Hein, mais avec un petit peu de travail, de patience, on réussit à finir un jour les niveaux et de passer à la seconde étape. Mais je suis mort quelques fois dans certains. Bon, les petites chauves-souris qui viennent nous déposer des petits singes. Ou des petites bébites en tout cas qui sautent. Comme là en ce moment, la musique qu'on entend, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça fit avec ce qu'il y a. Je verrais plus ça dans un Street Fighter. Je suis sûr que ça serait meilleur. Un jeu de baston, à mon avis, ça serait vraiment idéal. Oh! Petit salto par en arrière, ça nous a donné la possibilité de sauter sur la plateforme. Et là, on retrouve un niveau de design peu inspiré, dans le sens que on retrouve des plateformes qui s'agrègent. Ah, ben c'est nouveau ça. Ça fait qu'on est rendu avec justement un design qui évolue un petit peu en rapport au fait qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur les plateformes parce que celles-ci tombent en ruine. En plus, on nous ajoute des petites plateformes qui se déplacent de manière verticale avec des corbeaux qui nous courent après et ces corbeaux-là vont vous faire tomber souvent, je vous le garantis. Hop.
on s'est fait toucher de trop souvent. Bon. Autre ennemi qu'on a vu quand même souvent, c'est des espèces de soldats, samouraïs, avec leur longue spear, hein, et qui essaient toujours de te piquer par en dessous. Des fois, il faut les attirer dans un coin, se dépêcher de descendre, et on va se faire toucher pareil, malheureusement. Mais on les skip. Hein, des fois, c'est mieux d'esquiper ces ennemis. Mais habituellement, c'est préférable de quand même les tuer. Il y a certaines places que c'est préférable parce qu'on surtout il y a un endroit que vous allez voir, on n'a vraiment pas le choix de l'éliminer, étant donné que juste en avant, il y a un trou qui fait que si on tombe dans le trou, ben faut refaire le détour par le bas pour en revenir de l'autre côté, puis encore éliminer des ennemis que tu avais déjà éliminés, qui étaient les mêmes avec justement les espèces de lances samouraï rose avec un design assez spécial. Ben, tu sais, je critique pas le design des ennemis non plus, au contraire, les sprites sont très bien réussis. Il y a peut-être Richard Belmont qui marque un peu carré là. À part ça, je critique aucunement le niveau de détail et le niveau des sprites que je trouve très intéressant. Peut-être que il y a certains niveaux visuellement, surtout à l'intérieur des pièces comme ça, ça manque quelque chose. Il me semble que c'est pas... pour avoir un truc plus intéressant. C'est tout carré, c'est tout gris, il n'y a pas rien dessiné, c'est vide de partout. Les murs à l'arrière, il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a même pas de lumière qui bouge. Il y aurait eu moyen de faire un petit peu plus en rapport à ça. Mais ça, des fois, hein, on peut pas tout changer. On peut pas tout changer, mais je veux dire, c'est pas tout parfait non plus. Puis je vous le répète, c'est pas un jeu qui est pogné à sa sortie, étant donné que la sortie était tardive, le jeu était médiocre comparé à son grand frère Super Castlevania 4. Et ça s'est pas vendu, ça se vend pas. Puis ça s'est sûrement vendu à des prix ridicules sur des tablettes, étant donné que ça se vendait pas. Puis aujourd'hui, ben, si t'es capable de l'avoir dans sa boîte, là, puis ça t'a coûté 100$, t'es vraiment chanceux. Avec son livret, ben 150, je te dis. Juste le jeu, ça serait normalement 100$. Avec la boîte, je rajoute 50, 150. Puis avec le livret, tu rajoutes un autre 50. Ça fait 200$. Parce qu'on s'entend que le livret puis la boîte, c'est des choses qui vont être beaucoup plus rares que le jeu en tant que tel. Parce que les boîtes vont disparaître, les livres aussi. Parce que personnellement, les livrets de Castlevania Dracula X sur eBay, j'en ai vu à 100$, puis vraiment à 50$. C'est fou comment ça peut se vendre cher pour juste un petit livret. Mais il y a des acheteurs parce qu'ils veulent compléter leur collection. Comme moi, la journée que je vais pouvoir mettre la main sur un manuel de Castlevania Dracula X à un prix raisonnable, ben, je vais le faire parce que ça va me permettre de compléter mon jeu. C'est toujours plus intéressant d'avoir un jeu complet. Surtout que je sais que c'est un jeu quand même de collection. Hein? Des petits soldats en armure avec une hache au bras qui fait des espèces d'attaques avec le bras en l'air. Ça peut être des fois tannant. Ici, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Ça se brise, mais je veux surtout pas avoir le bénite pour, en fin de compte, que mon arme pop à nouveau ailleurs et ça tombe dans le trou. Parce que vous voyez, c'est encore plein de... On arrive au loup-garou. Hein? Un ennemi que j'aime beaucoup. Parce que ce qui me trouve intéressant avec ce loup-garou-là, c'est son sprite. Et une chose que j'aimerais faire comme tutoriel pour mon jeu Castlevania Remix,
ça serait de faire une métamorphose de Simon Belmont, mais on l'a. Et c'est terminé, on l'a eu, pas trop compliqué non plus, avec les haches, c'est sûrement la meilleure arme qu'on peut utiliser dans ce cas-ci, étant donné que tendance à être souvent sur les murs gauche et droite. Et on a la petite bouboule, la récompense pour nous montrer qu'on a réussi à finir le stage avec la petite musique et le petit code de récompense pour pouvoir arrêter le jeu, pour pouvoir continuer plus tard. Stage 6, hein, on approche tranquillement et pas vite du dernier stage. On va écouter un peu la musique. Bien que c'est déjà une musique beaucoup plus entraînante. On reconnaît l'air, on reconnaît l'air. J'avoue que certaines bonnes trames sont bien remixées et celle-ci, je la trouve vraiment pas désagréable. Quand même, il faut y donner ce qu'il y a. Il y a certaines... Il y a du bon dans ce jeu-là. Mais le problème, c'est que quand tu as vu l'excellence avant, avec le Super Castlevania 4, puis on t'arrive avec ça par la suite, ça passe juste pas. Parce que les fans voulaient quelque chose comme le Super Castlevania 4. Pas ça. C'est ça le problème. Trop tard aussi, en 1995. Je pense que Konami a voulu faire une pause de cash là. Puis, à fin de compte, c'est peut-être pas ça qui est arrivé dans un certain sens. Mais ceux qui possèdent le jeu, je sais pas qu'ils feront une pause de cash, mais c'est un jeu qui va faire partie des jeux à trouver plus tard, dans 25 ans. 25 ans, c'est mon chiffre, là, quand ma génération vont être à leur retraite et ils vont chercher quelque chose à faire. Ben, un bon vieux jeu vidéo qui vont s'être tapés à leur adolescence, on va leur faire tellement du grand bien avec un petit quelque chose à boire. Ça va être parfait. Ça va être mon combo gagnant pour réussir à profiter de mes jeux le plus longtemps possible et faire profiter mes jeux à d'autres personnes aussi. Espèce de café, jeux vidéo, rétro, au jeu que tu veux. Peu importe, console récente, vieille console, sur une télé récente ou sur une vieille télé. Le concept est déjà dans ma tête, c'est juste que on va l'appliquer un jour à sa retraite et on est encore bien. Mais on prépare tout ça. Hein, faut quand même préparer sa retraite. Même si celle-ci est dans 25 ans, on prend ça d'avance. Faut pas la regretter. Comme toutes mes vidéos. C'est de l'investissement. Du travail que tu investis. Tu mets de l'effort dans quelque chose qui te passionne. Ça intéresse le monde. Tu en discutes. Tu filmes ce que tu fais. Tu montres ton talent. Tu montres ce que tu connais sur le jeu. Tu donnes tes opinions. C'est surtout ça, hein. Tu donnes tes opinions. Comment toi tu le trouves le jeu. Tu joues aussi, ça c'est ça. De le dire combien je l'ai payé. Ben pour certains jeux, je sais pas comment je l'ai payé. C'est pas quelque chose qui me dérange de dire comment je l'ai payé comme lui. Ben, je peux vous le dire, je l'ai payé 110$. Autant que je pogne des jeux à 3$, je peux bien vous dire ceux que j'achète plus cher. Comme lui, c'est peut-être mon plus cher. Quand je pense à de même, c'est le jeu qui est plus cher. Fait que les autres jeux que je possède, j'ai jamais dépassé le montant de 110$. Mais c'est dans ma tête un investissement. Parce que je sais très bien qu'à 110$, ce Castlevania dans sa boîte, je vais avec le truc en carton et tout là, je veux dire, tout ce qui manque c'est le manuel. Quand je vais trouver le manuel,
avoir quand même plus cher que ce que je vais avoir investi au départ. Et c'est ce que je veux. Mais aussi, si j'ai la chance de l'avoir, j'aurais pu, oui, jouer sur les consoles virtuelles. Mais ça, les consoles virtuelles, le problème, quand tu as une pensée de collectionneur, t'as pas le goût d'investir dans quelque chose qui est justement virtuel. Tu préfères jouer avec des jeux qui sont réels, comme sur CD, sur cartouche. Au moins tu sais que t'es que t'es possèdes. Puis quand t'as la console aussi, tu vas pas les perdre. Les jeux virtuels, tu mets sur ta Wii, là, ta Wii U, c'est pas quelque chose que tu veux faire en sorte que tu gardes. Pas les rejouer à sur une autre console, en tout cas pas tout de même virtuel. J'aime mieux l'avoir le vrai jeu. Vraiment. Et oui, ici on se retrouve, voyez, c'est notre bien-aimée Annette et elle devient possédée par la mort et elle devient ton prochain ennemi. Parce que normalement, avoir sauvé Annette, ici c'est pas le même ennemi, c'est pas le même personnage, c'est le personnage de la mort, la cape avec la fou. Et c'est Faucille qui te court après, c'est beaucoup plus dur à mon avis. Mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on a sauvé personne, pas Maria, pas Annette, notre bien-aimée, notre amoureuse, bien c'est elle qui s'est fait prendre par la mort, possession par la mort, et on doit la combattre. Ouais. Et le problème dans cette partie-là, c'est que les petits yeux vont souvent te faire tomber en bas de l'horloge. Et c'est toujours très désagréable. Mais pour cette fois-ci, on l'a eu du premier coup, étant donné que j'ai fait un beau petit montage pour faire en sorte qu'on puisse le voir seulement dans un titre. Fait que malheureusement, la fin, je me dis, la fin que vous allez voir, c'est sûrement pas la meilleure fin, on s'entend, parce que j'ai pas sauvé Maria, j'ai pas sauvé Annette. Ça fait que je vais réussir tout seul mon épopée. À sauver la famille Belmont en tuant ce vilain Dracula, ce suceur de sang, ce buveur de sang. Comme vous voulez. Fait qu'on est rendu au stachette, le dernier stage. Comme vous pouvez voir, si vous n'avez pas trop de difficultés à jouer, je dirais qu'à l'intérieur de 3 heures, maximum 4 heures, vous devriez être déjà rendu au stachette. À force de travailler, puis de répéter, puis de voir le comportement des boss et des ennemis, à un moment donné, on est rendu habitué et on a une routine intéressante. C'est vraiment ça. Le jeu est difficile, mais ça dérange pas tant que ça parce que des continues, oui, à l'infini, on peut en avoir autant qu'on veut et on va toujours revenir au début du stage sans problème et on va essayer parce que c'est pas des longs niveaux aussi, c'est quand même des niveaux courts, mais à certains endroits c'est plus difficile que d'autres, fait que c'est beaucoup du try and retry, tu meurs puis tu restes. Et c'est correct parce que c'était le style de jeu à l'époque, étant donné que c'était des jeux quand même assez courts, dans le sens de longueur, surtout si tu le fais d'un bout à l'autre. Maintenant, les jeux, c'est des films, tu vis une aventure en jeu vidéo. Mais, puisque maintenant on est capable de le faire, d'avoir des jeux hyper longs, un jeu court maintenant, ça c'est 10 heures. Puis c'est pas le cas dans ce cas-ci, c'est des jeux qui durent quand t'es fait vraiment en ligne direct. C'est quoi, 40 minutes ça? C'est réglé. On n'en parle même plus. Je dirais que ça doit être à peu près ça. Mais quelqu'un qui le fait, je veux dire, c'est un habitué, il a fait le jeu souvent. Mais j'avoue que dans ma performance, j'ai pas été mauvais. Parce que Mané, on connaît bien les trajectoires, on connaît bien les routes qu'on doit faire et les différentes stratégies comme attaquer les ennemis avec des armes secondaires et ça va très bien. Alors pour ça, il n'y a pas tant de trucs à savoir sur ce Castlevania là, parce que à part si on compare toujours avec son grand frère, les armes secondaires sont les mêmes. Ça sans problème. Le fouet est différent, bien sûr. Si on a parlé, peut-être un petit peu la physique. Je pense que j'aimais mieux la maniabilité de
de Simon Belmont que Richter, parce que Simon Belmont, il me semble que quand tu avais tendance à sauter, tu pouvais un petit peu plus facilement revenir sur toi. Oui, c'est vrai que peut-être une attaque que j'ai pas parlé, qu'on peut faire, c'est Crash Item, je crois. C'est l'attaque en puissance, qu'on pourrait dire, de l'item secondaire, dépendamment des cœurs qu'on a. Il faut appuyer sur une touche précise sur la manette. Si je regarde la manette, c'est le X. Et quand on fait ça, ben, ça permet, à fin de compte, de faire une super attaque. Dans tout l'écran, on voit apparaître lampe secondaire. Quand c'est des croix comme ça, on en voit partout apparaître. Pour l'eau bénite, il y a de la pluie. Pour le temps, ça arrête le temps, il me semble. Après ça, les couteaux, je sais plus. Je pense qu'il fait une super attaque rapide. Tac, 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 de couteau. Et la hache, ouais, je pense que tu as plein de haches alentour de toi qui tout d'un coup s'éloignent pour faire une super attaque. En fin de compte, c'est vraiment des attaques plus fortes, mais ça prend plus de cœur. Si vous en remarquez bien, le niveau final contre le boss est quand même un peu long. Ben, il est long parce qu'il faut toujours s'assurer de toucher sa tête. On peut le faire au fouet, mais moi je trouvais tellement que le fouet était imprécis comparé à mes croix boomerang que je préférais utiliser les croix boomerang au début. Certaines personnes auraient peut-être préféré utiliser juste le fouet pour garder justement les attaques avec le boomerang. Moi, je préférais faire ça avec les boomerangs pour ça aille plus vite pour, en fin de compte, affronter la deuxième forme. Parce que, eh oui, dans ce Castlevania, ben, dans la plupart des autres aussi, il y a une deuxième forme. Et la deuxième forme, il faut quand même réussir à la combattre. Mais, vous allez, au début, détester ce Dracula-là, au début, parce que vous allez le trouver hyper difficile, parce que ces boules de feu vont toujours vous faire tomber, parce que moi au début je tombais tout le temps. J'étais tout le temps en train de tomber. Mais à fin de compte, à un moment donné, vous allez vous habituer à bien utiliser le design du niveau. Hein. Les trous, on va se les éviter, mais au début c'est épouvantable. Toujours en train de tomber. Toujours en train de se faire ramasser par une balle de Dracula, une grosse boule. Puis là, pour la deuxième fois, ben, c'est les flammes. Mais un petit truc, quand vous faites toucher, vous êtes sûr de vous faire toucher, vous pouvez toujours simplement vous accouplir sur la plateforme comme ceci. Et même si vous faites toucher, vous n'allez pas tomber, c'est ce qui est bon. Donc là, on y va, on peut profiter de la croix. Ah, c'est ça que j'allais dire, oui, je me suis fait quand je me suis coupé. Les armes secondaires, comme ici, on peut les tirer plusieurs fois, ce qui n'était pas le cas sur Super Castlevania. Et oui, on a eu Dracula. J'ai eu, hein, on s'entend que c'est moi qui l'ai fini. J'ai tout saisi ça, hein, c'est vraiment mon travail acharné, mais je vous le dis, à un moment donné, j'ai failli abandonner, puis il m'a dit, oh, pas de fin, on va le mettre là-dessus. Mais j'ai dit non, je peux pas faire une vidéo uniquement avec pas la fin, ça serait vraiment trop ordinaire. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Et ma détermination a fait en fin de compte que j'ai réussi à terminer ce jeu. Et comme vous pouvez voir, on voit Richard Belmont sur son cheval seul. Mais à mon avis, si on avait pu libérer Maria et Annette, on aurait pu être trop sûrement sur ce cheval. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça me fait vraiment hyper plaisir jouer au jeu et le terminer pour pouvoir saisir toutes ces captures pour vous le montrer. Et j'espère que vous allez apprécier plus ce format-là parce que c'est un format que j'aimerais plus utiliser, faire. Surtout avec les jeux plus rétro, on s'entend. Pas avec les jeux récents. Les jeux récents, c'est trop compliqué, c'est trop long. Mais les jeux rétro, étant donné qu'on peut les passer à l'intérieur de 45 minutes, 50 minutes, 1 heure max, là, ben, je me dis que quand on peut tout voir ce qui s'est déroulé et commenter par-dessus, ben, ça peut toujours être intéressant. Mais, à fin de compte, vous pouvez toujours laisser des commentaires si c'était bien ou si ce n'était pas et qu'est-ce qui peut être amélioré.
comme mon micro. Déjà, ça c'est une belle amélioration. Vous en êtes sûrement rendu compte en écoutant. Avec les anciens, l'autre micro qui pétait tout le temps, qui craquait tout le temps, qui faisait des drôles de bruit afin qu'on ne savait pas trop c'était quoi. En tout cas, ça fait que je vous dis à la prochaine vidéo.